Allô, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez très bien. Si c'est le cas, euh, je vous prierai de le mettre sur le chat ou de lever le pouce pour confirmer. D'accord. Merci beaucoup. Merci à tous d'être présents à ce webinaire. Comme tous les vendredis, ST Digital aborde de nouveaux thèmes en ce qui concerne la gestion de vos infrastructures ou de vos système IT. Et aujourd'hui, nous allons parler de clouds. D'abord, nous allons commencer par identifier les défis réels des migrations clouds, tels que cela se pose aujourd'hui sur le terrain africain. Nous en identifierons ensuite les pièges les plus courants, ceux qui comprennent les projets pourtant bien intentionnés. Ensuite, nous allons parler des cas réels et des conséquences mesurables, des chiffres, pas des hypothèses. Puis, puis nous terminerons avec des stratégies de gouvernance concrètes, efficaces, une vision de comment ST Digital peut vous accompagner dans la migration de vos données. Avant de laisser la parole à notre consultant qui va euh, parler de tous ces sujets-là, je vais faire une petite présentation de ST Digital, ce que nous proposons à nos clients depuis plus de 8 ans en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Alors, ST Digital, c'est une entreprise de services numériques. Nous accompagnons bien évidemment nos clients sur tout ce qui concerne la transformation digitale, comment structurer, moderniser et optimiser vos systèmes critiques, et aussi sur l'hébergement avec notre cloud 100% africain souverain. ST Digital aujourd'hui opère des data centers en Afrique centrale comme en Afrique de l'Ouest, euh, à savoir le Gabon, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Togo et le Congo. Et aujourd'hui, nous travaillons avec plusieurs entreprises qui sont dans différents secteurs d'activité, raison pour laquelle, à travers nos expériences sur le terrain, nous avons jugé, nous avons pensé qu'il est nécessaire, qu'il est vraiment important de parler de tout ce qui concerne la migration de vos données cloud, comment structurer, bien structurer, comment mettre en place cette migration-là pour qu'à la fin, vous ne soyez pas face à des erreurs ou à des échecs de migration. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Jean-Paul Pereira, consultant à ST Digital, qui va entrer plus en profondeur sur le sujet. Jean-Paul, je te laisse la parole. Ah, avant de prendre la parole, Jean-Paul, je voudrais notifier à tous nos participants qu'ils peuvent mettre des questions sur le chat durant la présentation et à la fin, on pourra y revenir lors de la session des questions et réponses. Merci beaucoup. Jean-Paul, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Fabrice. Bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Je m'appelle Jean-Paul Pereira. Je suis consultant informatique, récemment responsable chargé de l'équipe Pre-Sales technico-commercial à ST Digital. Donc, aujourd'hui, nous allons parler tantôt. Allô, vous m'entendez toujours, Fabrice? Très bien, Jean-Paul. Ok, merci. Donc, pour venir directement au sujet, au cours des quelques années, on va dire que je fais personnellement au département des avant-ventes de la qualification des besoins. Moi,
et ainsi que, on va dire, le reste de mes collègues, nous avons fait, OK, une observation, on a observé un chemin, on va dire, troublant, un chemin répétitif. Les organisations aujourd'hui abordent le cloud avec beaucoup et énormément d'attentes, c'est-à-dire ils veulent faire des économies, ils veulent avoir de l'agilité, des innovations, et puis la réalité les frappe. Les budgets explosent, des incidents de sécurité surviennent, les projets s'enlisent, ça ralentit, etc. Donc aujourd'hui, nous allons parler de pourquoi ça se produit, surtout comment l'éviter. Donc, le titre de la session, c'est Migration cloud sans infrastructure, sans architecture et gouvernance. Les quelques erreurs, les erreurs critiques, nous en avons identifié quatre qu'il faut éviter impérativement pour éviter les échecs. Donc, ce que nous couvrirons dans les 45 prochaines minutes, les 40-45 prochaines minutes, vous ferons économiser, nous pensons, nous assurons quelques petits millions de francs CFA. Et je n'exagère pas. Commençons. Donc, permettez-moi de commencer avec des statistiques sobres. 70% des migrations cloud dépassent le budget initial. Ça, c'est un constat que nous avons fait. Donc, supposons que vous pensez que vous voulez migrer et que vous faites une estimation à 60 millions. Au final, vous vous retrouvez avec 100 à 120 millions de francs CFA à dépenser. 60% n'atteignent pas les résultats métiers attendus. Donc, le retour sur investissement est négatif ou n'est même pas envisageable. C'est-à-dire que vous pensez peut-être faire une économie à, on va dire, dans 2, 3, 4 ans, mais à la fin, vous vous retrouvez à faire que des pertes d'année en année. Donc, 85% des organisations peinent à maîtriser les coûts cloud. Donc, la source, c'est Cybersecurity Ventures. Donc, ils sont retrouvés avec ce constat-là à faire que les entreprises aujourd'hui ont du mal on va dire, à faire des avancées énormes, que ce soit les technologies de cloud adoptées, que ce soit des clouds, on va dire, global, mondial, les GAFAM, ou que ce soit des clouds souverains tels que ST Digital. Donc, aujourd'hui, nous allons voir ensemble qu'est-ce qui pousse à ces genres de chiffres qui sont, on va dire, plus de, on va dire, plus de 50% de ces chiffres, on a 70, on a 60, on a 85, c'est des chiffres énormes. Donc, qu'est-ce qui pousse à ces résultats-là? Donc, l'idée principale de ce webinaire, c'est quoi? Vous dire un peu. Le mot phare, c'est les projets cloud n'échouent pas à cause des technologies cloud. Donc, ils échouent à cause des mauvaises décisions d'architecture et de l'absence de gouvernance. Aujourd'hui, toutes les, le constat que nous avons fait, c'est les clients et les structures que nous ont approchées en ayant une architecture en tête et un plan de gouvernance bien installé, bien mis en place, on va dire un retour positif de l'expérience qu'ils ont engagée. Donc, une bonne architecture vous permet d'avoir, on va dire, une scalabilité que vous contrôlez. Aujourd'hui, je prends une ressource, demain, j'en prends deux, j'en prends trois. Mais vous saurez en avance s'il faut en prendre ou si vous en prendrez ou pas. Donc, vous serez efficace, vous serez sécurisé dans vos différents processus, dans vos couches d'accès à vos données et à vos technologies hébergées. Donc, vous contrôlerez les coûts. Donc, ça, c'est tout ce qui est lié à une bonne architecture dès le départ. Et dans le même sens, une mauvaise architecture vous permettra vous fera avoir, on va dire, des difficultés à gérer votre infrastructure. Donc, les coûts vont exploser, vous ne contrôlerez rien. Bon, nous allons rentrer dans les détails pour que vous compreniez un peu l'idée principale de ce webinaire. Et à la fin, on va se retrouver avec la même slide et vous comprendrez mieux l'idée que nous avançons. Donc, je vais commencer par les quatre erreurs critiques. Bon, on en a identifié quatre que nous pensons fondamentales. Donc, qui sont déjà, pour tous ceux qui ont eu des échecs, ils ont migré sans architecture cible en tête. Donc, ils viennent directement, OK, on veut aller vers le cloud, on veut migrer telle structure, telle solution, on ne veut plus l'avoir en local. Donc, le fait d'avoir cette idée, c'est bien, mais de ne pas pousser cette idée à la décortiquer en objectif clair, c'est la première erreur que nous avons identifiée. Donc, la deuxième erreur, c'est l'identité qui n'est même pas envisagée comme, on va dire, couche à sécuriser ou bien à mettre en avant quand on planifie la migration.
Donc, on viendra dans les détails au moment opportun. La troisième erreur, c'est la gouvernance financière qui est quasiment absente. Donc, peut-être les informaticiens se lèvent ou peut-être avec le responsable commercial, ils approchent peut-être ST Digital ou bien le corps des commerciaux que nous avons. OK, on veut migrer. Mais ils oublient d'intégrer peut-être des comptables, des responsables financiers, des directeurs, on va dire, opérationnel à la tâche pour dire, OK, on veut migrer à telle période, ça coûtera tant. À telle période, on aura besoin d'une transaction, bien d'un ajout, bien d'un complément, etc. Donc, ça, c'est juste un avant-goût de l'erreur que nous avons identifiée. Et la quatrième erreur que nous avons identifiée, c'est l'absence de point d'ancrage. Je détaillerai ce point dès que le moment sera venu. Mais toute migration qui n'a pas été, on va dire, planifiée dans son ensemble, que ce soit les forces, les faiblesses de votre infrastructure, amèneront à un échec. Donc aujourd'hui, le cloud n'est pas une stratégie, donc c'est un outil. Allons-y. La première erreur. L'erreur numéro un, je reviens, migrer sans architecture cible. Donc, ce qu'on constate habituellement, c'est que le client vient, il demande, aujourd'hui, j'ai 10 serveurs chez moi, ils consomment de l'énergie, je paie pour l'électricité, la climatisation, j'ai 4 ingénieurs qui s'en occupent, etc. OK, moi, je veux faire des économies et je veux migrer vers le cloud. Donc, de sa compréhension, on a déjà des ressources, c'est vrai, on a l'infrastructure, on peut vous accueillir. Maintenant, le client pense que il suffit juste de placer l'infrastructure ou bien l'architecture qu'il a chez lui vers chez nous. On appelle ça du lift and shift. Donc, je prends et puis je dépose chez quelqu'un d'autre. Ça, c'est le cloud. Mais le faire sans refonte ni optimisation, c'est l'une des premières erreurs que nous constatons. Donc, l'environnement, elle est mélangée, ce qui est traditionnellement fait, ce qui cause des erreurs. Donc, on prend l'environnement de production, on prend l'environnement de test, l'environnement de mine, on va de gauche à droite, on saute d'une ressource à une autre, sans architecture, on va dire, posée, bien scindée, bien planifiée. Donc, déjà, les mêmes dépendances en local que vous avez, vous les ramenez dans le cloud. Donc, c'est ce qui veut dire que, OK, je peux avoir tel nombre de fichiers sur tel nombre de disques en local. Euh, non nécessaire, mais parce que c'est en local, je ne calcule pas. Et puis, je ramène la même chose dans le cloud. Donc, toutes ces actions amènent des conséquences claires, mais qui sont heureusement mesurables. Donc, déjà, si vous aviez peut-être une latence de 5 millisecondes à atteindre un serveur ou bien une ressource, vous allez vous constater que vous aurez peut-être 10 fois plus ou 30 fois plus, peut-être 100 millisecondes dans l'accès de vos ressources. Ça, c'est une conséquence directe de ces actions qu'on juge banales, mais qui ont des conséquences claires. Donc, le coût réseau va augmenter, la conformité déjà des auditeurs vont se pointer, vont vous auditer et vous allez être surpris de voir que vous violez plusieurs réglementations en vigueur et plusieurs best practices. Donc, c'est l'une des conséquences de ce que peut engendrer la migration sans architecture cible. Donc, si je dois prendre un cas réel, c'est qu'on a eu une institution financière dont Terra le nom, qui a pris beaucoup de ressources, environ 200. Et là, ils ont migré auprès d'un éditeur tiers, mais là, un GAFAM, presque les 200 ressources virtuelles qu'ils ont en local vers le cloud. Donc, ils n'ont pas fait d'architecture initialement, ils ont juste pris, ils ont installé, ils ont déployé, ce qui était facile, plus ou moins. Et ils se retrouvent après 8 mois à avoir beaucoup de coûts d'utilisation non contrôlés, près de 380 millions. Donc, le projet a dû entièrement être revu pour faire une refonte complexe. Donc là, c'est un exemple, on va dire, un cas réel qui se passe sur le terrain. Donc, migrer sans architecture, ça déplace simplement votre problème. Donc, le cloud ou bien la technologie derrière, je rappelle, n'est pas le point principal là. C'est l'architecture que vous pensez. C'est elle qui vous permettra d'atteindre votre résultat. Donc, la deuxième erreur, c'est le fait de ne pas penser à la couche d'identité. Parce que le principal risque dans un projet de migration, c'est de se retrouver pendant ou après
à perdre l'accès à des ressources ou bien à être attaqué. Et puis on s'étonne, on se dit, ah, c'est parce que j'ai mis chez toi que j'ai été attaqué. Quand c'était chez moi, j'ai pas été attaqué. Bon, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je ne compte pas répondre à cette question-là, mais force est de constater que la couche utilisateur, c'est-à-dire l'utilisateur qui veut utiliser les ressources, ceux qui accèdent à vos données, ils sont en local, ils sont gérés 100% par vous. Donc, si vous passez dans le cloud, il faudrait avoir la même logique de gestion de la couche d'identité, c'est-à-dire l'utilisateur. Comment est-ce qu'il accède aux données? Quelles données auxquelles les utilisateurs ont droit d'accéder? Est-ce que je peux aller partout sur mes ressources cloud? Est-ce que même mes services peuvent s'exécuter partout sur n'importe quelle adresse IP, etc. Donc, tous les clients qui n'ont pas pensé. Peut-être, là, je vais directement, je donne quelques erreurs graves, on va dire fréquentes. J'ai synchronisé mon Active Directory parce que j'ai des licences Microsoft 365. Donc, j'ai un environnement hybride. OK. Donc là, je pensais à Azure. J'ai synchronisé mon annuaire. Je n'ai pas fait de nettoyage. Donc, en local, j'ai 9000 ou bien, bon, ça, c'est un gros client. Disons, j'ai 300 comptes d'utilisateurs. Mais sur les 300, j'ai 80 personnes qui sont encore là. Et je me retrouve sur le tenant à avoir 300 comptes à gérer. Alors que peut-être même si je suis prudent, j'ai 80 comptes actifs, 80 comptes inactifs. Ça, c'est si je suis un peu prudent. Dans la plupart du cas, on se rend compte que le client même a 300 comptes encore actifs alors qu'on a 80 personnes réelles. Là, un attaquant peut avoir le malin plaisir parce qu'il a peut-être reçu un mail d'une ressource il y a quelques années. Il dit, OK, tel alias existe. Donc, je commence mes attaques à partir de là et jusqu'à ce qu'on s'en rende compte, on a pris un moment, on va dire, un maximum de temps. Donc, le fait de sécuriser, on va dire de limiter, de nettoyer son annuaire, permet de limiter la casse parce que tous les utilisateurs qui seront actifs seront ceux qui sont encore là. Donc, un autre exemple, j'ai des comptes administrateurs qui sont isolés, genre, qui ne sont pas isolés, excusez-moi, c'est-à-dire le compte que l'administrateur global de votre domaine utilise, c'est la même qu'il utilise pour sa messagerie, c'est la même qu'il utilise pour communiquer avec les collègues, etc. Ça, c'est l'une des erreurs que nos différents clients et partenaires négligent, mais qui constitue beaucoup de risques de sécurité pendant et après, surtout avant, pendant et après, mais surtout après les migrations. Donc, on ne pense pas aussi aux couches de double authentification, aux solutions MFA. Donc, si vous n'activez pas la MFA pour tout le compte, il y en a qui n'activent même quasiment pas pour un seul utilisateur, même pour les administrateurs. Ça, c'est des erreurs qui reviennent souvent et qui constituent des risques majeurs pour l'atteinte de vos objectifs de migration cloud. Une autre erreur, c'est le fait de ne pas mettre la gouvernance financière dans votre plan de migration. Déjà, l'escalade des coûts cloud, elle est rarement progressive, hein. Elle est directement explosive. Tu oublies de penser à une ressource ou bien tu oublies de ne pas inclure une ressource, elle t'explose le budget parce qu'elle consomme de la place, elle consomme on va dire, tout a un coût dans le cloud. C'est vrai que ça revient beaucoup moins cher là à la maintenance, mais le fait est que c'est pas tout qui doit être bougé. Donc, un projet cloud bien abouti, c'est un projet cloud où le département commercial, ou bien, excusez-moi, le département financier de la structure est impliqué. Donc, elles savent ce que vous faites, même s'ils ne comprennent pas la technique, ils savent juste que, OK, on a tel nombre de ressources sur telle entité, l'entité a tel plan de facturation, il envoie tel nombre de factures par an, etc. Donc, le département financier est plus à même de contrôler ces genres de fluctuations que le département informatique qui se cale sur la technique, qui pour lui va toujours dire, OK, j'ai toujours besoin de mon environnement dev, j'ai toujours besoin d'avoir tel nombre de ressources, même si je n'utilise pas aujourd'hui, j'en ai besoin, donc je le laisse. Ces genres de petits détails-là sont anodins pour certains, mais constituent beaucoup de coûts, de gaspillage comme ça. Plus simplement, si on ne mêle pas le corps financier à la tâche. Donc, pour donner un exemple, je laisse peut-être des ressources de test. Peut-être j'ai commencé ma migration avec peut-être un pilote de 20 ordinateurs ou bien de 20 machines virtuelles.
j'ai fini mon test, mais je laisse les ressources dessus. Ça consomme de la place. Peut-être sur les 20, j'ai encore besoin de 5, mais je laisse les 15 autres. C'est des coûts qui augmentent et qui sont incontrôlables. Donc, à la fin, vous vous rendez compte que vous avez perdu énormément d'argent pour des choses que vous aurez pu éviter. Peut-être des stockages avec des données. Vous avez des données dessus, ça prend de la taille, mais vous ne contrôlez pas ce qu'il y a dessus. Est-ce qu'elle doit être là-bas? Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres. La quatrième erreur, c'est l'absence de point d'ancrage. Je l'annonçais tantôt et là, je reviens. C'est le fait d'envisager, on va dire, un environnement full cloud, sans stratégie hybride. Est-ce que je dois aller dans le cloud? C'est une question auquel beaucoup de structures veulent répondre et essaient de répondre. Mais si je dois y aller, est-ce que je dois y aller directement d'un coup? Si je ne dois pas y aller directement d'un coup, comment je procède alors? Donc, beaucoup pensent déjà que aller dans le cloud, c'est la première étape, c'est de choisir déjà la solution cloud, c'est-à-dire un vendeur. Non. Déjà, la première étape sera d'identifier ce que vous voulez résoudre. Et là, les solutions cloud ou bien les éditeurs vont s'imposer d'elles-mêmes. Aujourd'hui, beaucoup de la solution de facilité, c'est déjà les GAFAM installés. La taille est déjà imposante, les AWS, les Azure, pour ne citer que les Google Cloud. Euh, Là, beaucoup de structures pensent déjà à verrouiller un éditeur. Donc, parce qu'il a déjà un plan tarifaire qui lui permet de faire des estimations et puis je mets tout là-bas. C'est pas mal, mais c'est limité. Pourquoi? Parce que on va dire, vous ratez des opportunités de réduction de coûts, de ressources à mettre en allant directement vers cette structure-là ou simplement si vous passiez, on va dire de manière progressive, vous mettez une ressource peut-être chez l'autre, une autre ressource ou bien quatre autres ressources chez un autre éditeur. Ou bien vous pensez peut-être à la conformité à la régulation nationale, vous êtes imposé d'être sur le territoire africain, par exemple, vous pensez peut-être rester digital. Est-ce que vous voyez toutes vos ressources chez nous en même temps? Ça dépend de votre réalité. Donc, peut-être vous aurez des données. Je vais dire, OK, je vais mettre 10 machines virtuelles peut-être chez ST Digital. Je laisse peut-être 2 machines virtuelles qui doivent être accédées dans peut-être en Amérique latine par une filiale de la structure. Sur Google, sur Amazon, je donne un exemple. Ça, c'est le fait d'éviter ce qu'on appelle le vendor locking. Donc, vous mettez tous vos œufs dans le même panier. Donc, ça vous permettra aussi d'éviter des latences qui explosent. Donc, les ressources qui sont hyper actives, vous les mettez en cloud, mais vous les contrôlez. Vous ne mettez pas tous les services en activité dessus. Vous déplacez des services. Si peut-être vous aviez un serveur qui avait 10 services, un service d'accès IS, un service peut-être de messagerie, un service peut-être de SMS, vous dites, OK, si je mets ce même serveur dans le cloud, est-ce que je dois garder les mêmes services dans le cloud? Parce que ça va me consommer et ça va rendre l'accès aux ressources hyper difficile. Je garde quand même le serveur là dans le cloud, mais je déplace quelques services en local sur d'autres serveurs qui restent en local. Donc, ça vous permettra de gagner en flexibilité dans vos ressources, dans vos charges de travail, de gagner en latence, de vous rendre conforme par rapport à vos réglementations et de négocier, on va dire, de manière plus convenable avec des différents fournisseurs de services cloud. Donc, si on prend tout ça, si je dois résumer les 4 erreurs que nous venons d'identifier, l'architecture sensible, l'identité mal conçue, l'absence de l'association du département financier à la tâche, le fait de ne pas, on va dire, envisager le mouvement cloud comme un ensemble ou bien le fait de tout mettre directement vers le cloud, tout ça, ça donne directement des conséquences qui peuvent plus ou moins être très coûteuses directement. Donc, vous prenez déjà le fait de ne pas penser à une architecture. euh, Peut-être, on a pris le cas, si je prends le cas pratique sur le terrain, l'institution financière dont je parlais a perdu près de 2,3 millions de dollars, près de 300 et quelques millions de francs CFA en seulement 8 mois. Donc, le fait de ne pas penser à la couche AD, en cas d'attaque, imaginez les frais de rançon. Et si vous ne voulez pas payer les frais de rançon, j'espère que vous étiez préparé de base. Donc, parce qu'il faudra rapatrier les données, il faudra se préparer maintenant après
et c'est des frais en plus qui viennent s'ajouter. Et c'est un plan de rémédiation qui, quand ça concerne la couche d'identité, ce n'est pas immédiate. Vous allez peut-être faire des actions immédiates, mais l'utilisateur constituera toujours la faille dans votre système et il prendra le temps pour se mettre en conformité. Donc, si vous prenez le temps de sécuriser la couche MFA de ces utilisateurs-là en avance, vous vous épargnez beaucoup de pines dans les pieds. Donc, le pattern commun, ce qui revient souvent pour ce type de structure, c'est le fait que la vitesse de migration est priorisée sur la qualité. Donc, il se dit, on a un deadline, on a un budget qu'on doit valider. Peut-être on doit faire cette migration-là avant janvier 2026 parce que le budget de 2025 ne vaut que pour 2025. On ne peut pas faire d'action en 2026. C'est peut-être une réalité, mais elle ne doit pas prioriser sur la qualité. Donc, tous ces plans doivent être faits en amont avant de partir, même si vous devez terminer le plan le 29 décembre 2025 avant de rentrer en 2026 et penser même à 2 jours pour faire la migration. C'est encore mieux que de déjà faire la migration avant de commencer à réfléchir. Là, vous évitez de perdre de l'argent tout simplement. Donc, le focus technologie, l'autre pattern qui revient, c'est un focus sur la technologie, c'est-à-dire l'éditeur ou bien la solution de cloud plutôt que l'architecture. Donc, comment est-ce que je dois aller vers le cloud? Je dois prioriser d'abord sur où est-ce que je dois déposer les données et comment je dois déposer les données. Donc, vous voyez un peu les quelques autres patterns qui remontent. Et là, il nous faut trouver un juste milieu. Comment est-ce que vous devez vous prémunir de ces erreurs-là qui reviennent souvent? Donc, vous devez mettre l'architecture hybride comme stratégie. Ça, c'est notre approche de solution. Aujourd'hui, les clouds règlent pas mal de problèmes. Disons 60% des problèmes aujourd'hui, une petite estimation, sont réglés tout simplement en déplaçant la charge de travail. Les problèmes, entre autres, la charge énergétique, la charge en froid, la charge en facturation de main-d'œuvre, etc. Vous déléguez de certaines de vos responsabilités et vous permettez à votre département informatique de se concentrer sur la valeur ajoutée de l'entreprise, c'est-à-dire améliorer le métier. Donc, si l'informatique on va dire, prend tout son temps à se concentrer sur la prise en charge des ressources pour vous permettre de travailler. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont se concentrer sur ce qui va vous permettre d'améliorer votre productivité. Donc, déjà, ce dont les gens pensent à tort, bien sûr, c'est que l'hybride, on va dire, vous êtes coincé entre deux mondes. C'est une étape transitoire ou bien vous devez faire un compromis entre la performance et le coût. L'hybride aujourd'hui, c'est vous, si c'est bien réalisé, vous vous libérez on va dire, d'une part énorme du risque. Vous contrôlez la manière dont vous travaillez, c'est-à-dire vous savez en temps réel, OK, j'ai telle ressource en local chez moi, j'ai telle personne, telle ressource, tel utilisateur qui y accède, et d'un autre côté, j'ai telle ressource dans le cloud. Aujourd'hui, je sais combien je paye dans le cloud, je sais combien je gagne sur ces ressources dans le cloud-là, et je sais combien je dois toujours mettre pour protéger les ressources chez moi, etc. Donc ça, c'est la réalité stratégique. Si vous mettez l'hybride, on va dire, comme première étape de résolution de on va dire, de vos problématiques de migration cloud. Donc, quels sont quelques avantages de migration, on va dire, en hybride? Le fait de ne pas partir directement vers le cloud. On peut citer entre autres la migration progressive, c'est-à-dire que vous savez aujourd'hui ce que vous avez là, ce que vous aurez peut-être dans 10 jours. Donc, si vous migrez progressivement en mode hybride, là, tout est exponentiel. Là, vous augmentez vos charges, vous mettez le département financier en copie et ils vous permettront de suivre un peu l'évolution de vos charges. Donc, vous optimisez toutes vos ressources, toutes vos charges de travail. Là, l'accès est beaucoup plus simplifié. Vous êtes flexible opérationnellement, c'est-à-dire que aujourd'hui, les utilisateurs qui sont en télétravail pourront accéder à vos ressources de la même manière que ceux qui sont en local. Donc, sans penser à prendre peut-être des solutions tierces, et si peut-être c'est du Cisco et Niconet,
pour accéder aux ressources en local, il faut protéger, il faut acheter des licences supplémentaires, il faut penser à renforcer les pare-feux, que ce soit solide. Du même moment, il faut éviter aussi les attaques. Si vous n'avez pas un personnel informatique qui est soit en quantité ou en qualité très, très élevée, vous aurez beaucoup de problèmes. Donc, un autre avantage, c'est que vous avez un disaster recovery renforcé. Je prends le cas de ST Digital, nous avons une offre SOC NOC, c'est-à-dire un Security Operations Center et un Network Operations Center, qui nous permet d'être alerte sur les événements d'ailleurs qui se passent dans le monde, bien sûr toujours dans le domaine informatique, dans le domaine cybersécurité, et de prévenir vous les clients. Donc, si vous passez dans le cloud de manière hybride, vous bénéficiez des conseils qui sont appliqués vers le cloud, mais que vous appliquez sur vos ressources en local, parce qu'elles vont de pair. Donc là, ça vous permettra d'être beaucoup plus alerte, beaucoup plus préparé, être renforcé avec un partenaire de proximité pour régler les problèmes et les incidents quand ils surviennent. Parce que les incidents, il y en aura toujours. Et là, vous contrôlez beaucoup plus vos process de TCO, de Total Cost of d'investissement, vos coûts totaux d'investissement. Là, vous saurez, OK, je migre telle ressource dans le cloud, j'utilise tel logiciel, euh, ça m'a coûté tant. Et là, vous contrôlerez quand vous voudrez le faire à l'avenir, OK, je dois faire quoi d'abord avant d'y aller. Donc, déjà, comment reprendre le contrôle? Je vais replanter le décor. Je fais un exemple simple. Comment est-ce qu'un client formule un besoin? Euh, je fais une petite anecdote. On va dire ma deuxième qualification de besoin que j'ai faite. J'ai eu un client qui m'a dit, aujourd'hui, on a tel consultant de l'agence, tel prestataires qui sont venus nous dire, OK, on est vulnérable parce qu'on a tel serveurs qui sont vieux, qui sont obsolètes. Donc, je vais tout migrer vers le cloud. Ma ligne de service, c'est-à-dire ce que je fais, me permet de tout basculer, de ne pas avoir même un data center local, privé de mon côté. Bon, on a dit, OK, maintenant, on te dit, quel nombre de VM tu bouges, comment est-ce qu'on te fait le sizing? Tu dis, bon, comme maintenant. C'est quoi le réseau? Tu dis, on verra bien. La sécurité, bon, je veux une sécurité standard, mais je veux quand même protéger. C'est quoi ton budget à peu près? Tu dis, estimez vous-même. Tu veux ça quand? Je veux ça le plus vite possible. Résultat, vous aurez un budget qui aura 3 à 5 fois plus cher que ce que vous aurez pu avoir si vous avez bien qualifié votre besoin. Vous aurez 8 mois à remédier, peut-être des petites coquilles, ou bien des données, ou bien des ressources en trop sur le cloud. Vous aurez beaucoup, beaucoup de violations parce que le prestataire peut être de bonne foi, peut être très technique, mais n'aura pas une vue 360 sur toutes les réalités que vous avez. C'est à vous de lui dire que, OK, j'ai tel prestataire de régulation sur le dos, il me demande d'être conforme à tel nom, tel nom, tel nom. Donc, j'espère que ce que vous me proposez est conforme à telle régulation, telle réglementation, etc., etc. Donc, tout ça, ce que je viens de vous présenter, c'est l'exemple ce que l'on peut qualifier d'une mauvaise demande d'un client qui veut aller vers le cloud, qui veut migrer quelques données. Donc, si de l'autre côté, on prend une demande qui est maîtrisée, le prestataire sera capable, non, excusez-moi, le client sera capable de dire, OK, je veux migrer vers le cloud, j'ai 8 machines virtuelles et 4 vont me servir de machines, de serveurs d'application. J'aurai 2 machines qui seront des serveurs web et puis je veux 2 serveurs chez vous, mais ces 2 serveurs doivent être des access gateway. Donc, je vais me connecter dessus et les 6 autres serveurs ne seront pas ouverts à l'Internet, par exemple. Ça, c'est un client qui maîtrise ce qu'il veut faire. Les bases de données seront de telle taille, je veux faire des backups réguliers, etc. Je veux pouvoir récupérer mes données en cas de pépin en tel nombre de temps, etc. Ça, c'est un exemple. En termes de réseau, je veux tel pare-feu spécifique, je veux telle liaison spécifique, je veux protéger l'asset de mes utilisateurs, je veux que tel nombre d'utilisateurs accèdent aux données, j'ai un budget de tel, etc. Donc, si je prends cet exemple-là, ça nous permet, nous, déjà les prestataires, et puis les autres éditeurs, fournisseurs de cloud, de savoir que, OK, voici où ce client veut aller et nous permettra de donner des recommandations supplémentaires pour dire, OK, il a pensé à ça, mais donnez-nous peut-être telle information parce qu'il n'a peut-être pas pensé à telle autre information.
Donc, pour lui, ça lui permettra de, déjà, le budget, on saura c'est quoi ton budget, on saura quelle solution mettre à l'intérieur pour convenir aux spécificités que tu as données et on saura la bonne approche à faire pour que tu aies une migration réussie. Toi-même, tu auras une régulation bien, une conformité maximale à toutes tes réglementations et que tu as communiqué avec le prestataire. Donc, tu auras zéro ou pas du tout d'incident pendant ta phase de migration et même après. Donc, comment est-ce qu'on migre? Si on doit faire un résumé. Avant la migration, vous devez penser déjà à 5 petites étapes. La première chose que vous devez faire, c'est définir l'architecture cible. Vous devez savoir où vous allez. On dit en dialecte chez nous, si tu ne sais pas d'où tu viens, au moins il faut savoir où tu vas. Mais dans le même cas contraire, si tu ne sais pas où tu vas, il faut savoir d'où tu viens. Donc, il faut savoir planifier là où tu vas dans le cloud, mais conformément à ce que tu as euh, en interne, comment tu y accèdes, comment tu le protèges. Il faut avoir un semblant d'infrastructure, d'architecture en tête pour ton besoin de migration cloud. Sans ça, tout le reste de ce que tu auras envisagé comme action, ça ne servira pas à grand-chose parce que tu auras un échec. Donc, la première étape, c'est déjà de définir l'architecture. La deuxième étape essentielle, c'est de décider ce qu'il ne faut pas migrer. On pense beaucoup à ce qu'on veut migrer, on oublie ce qu'il ne faut pas migrer. Aujourd'hui, j'ai un serveur peut-être qui a 10 CPU, qui a 500 Go OS et puis qui a peut-être 2 Tera en données. Mais sur les 2 Tera en données que j'ai, je veux migrer, mais j'ai peut-être 300 gigas ou bien peut-être 500 gigas de données inutiles à avoir dans le cloud. Ou j'ai peut-être 2 services qu'il ne faut même pas avoir dans le cloud. Donc, il est très nécessaire de savoir ce qu'il faut migrer, même en interne des ressources que vous voulez migrer. Ça vous permettra de baisser le coût de productivité et le coût de production, bien sûr, de scinder vos ressources. Donc, la troisième étape, c'est d'avoir une stratégie claire en tête, basée sur l'identité. Qui aura accès à mes ressources délocalisées, ressources cloud? Comment est-ce que je synchronise mes identités? Comment est-ce que j'accède à une ressource comment est-ce que je connecte ou bien j'interconnecte les ressources entre le cloud et le local? Est-ce que toutes les ressources utilisent une double couche d'authentification? Est-ce que des services peuvent accéder aux données du même ordre que des utilisateurs eux-mêmes? Donc, il faut penser à tous ces points-là avant de poursuivre votre plan de migration. Donc, déjà, vous devez mettre un modèle de pilotage financier également aux 4 points avant de commencer la migration. Donc, vous faites une étiquetage des différentes ressources que vous voulez migrer. Tout simplement, un exemple, c'est que vous avez 10 VM, vous dites, OK, j'ai 4 VM qui sont sensibles. J'ai 4 VM qui vont consommer énormément de données. Donc, j'informe les commerciaux ou les financiers, OK, on planifie de faire telle action avec tel éditeur. Ils nous ont donné tel devis, on a telle ressource. Nous aimerons que vous soyez en alerte. Si une facture vient, prévenez-nous par rapport à telle balise qu'on vous a transmise pour savoir s'il y a eu beaucoup de consommation ou s'il y a eu beaucoup de sous-utilisation de la ressource. Ça, c'est le fait de faire un plan 360 avec, on va dire, vous pensez à la technologie, vous pensez à la protection sécuritaire, vous pensez au coût financier derrière. Donc, ça vous permettra d'avoir un budget dont vous êtes propriétaire, vous êtes approprié à 100%. Vous gérez bien vos ressources, vous êtes alerté en cas d'augmentation et vous optimisez toute votre dépense. Et la dernière étape, bon, la cinquième étape fondamentale selon nous, c'est d'établir des rôles de gouvernance clairs. Qui est cloud architecte, qui est propriétaire de telles ressources. Je rappelle, pas propriétaire de la tâche, mais propriétaire de telles ressources. J'envoie un serveur sur le cloud, je désigne un collègue en interne pour dire, OK, vu que tu fais telle action en interne, je te propose de surveiller telle ressource sur le cloud. Si vous avez on va dire une DSI de 10 personnes, par exemple, vous aurez peut-être à responsabiliser 10 personnes sur 10, même le directeur y compris, sur des ressources diverses on va dire, à gérer, à administrer. Ça vous permettra d'être plus ou moins synchronisé à la même, parce que si je gère une ressource, je suis obligé d'en informer les autres pour ne pas me mettre en mal, parce que si les autres optimisent bien la surveillance, la gestion de leurs ressources et pas moi, ça va me permettre, on va dire, de me responsabiliser, d'augmenter un peu la protection de ma structure par rapport à moi-même.
Donc, après la migration, je ne parle pas de pendant la migration parce que ça, la, ça peut faire l'état ça peut faire l'objet d'un autre webinaire. Avant la migration, si vous pensez à ces 5 piliers-là, vous migrez avec un prestataire que vous avez retenu, mais il est essentiel de ne pas juste mettre peut-être le choix du fournisseur en avant. C'est pas le plus prioritaire. Peut-être ça va revenir si vous devez penser à la souveraineté. Ça va revenir si vous devez penser à la latence. Est-ce que le serveur du prestataire doit être hyper loin de chez vous? Quels moyens ils doivent accéder? C'est toujours important. Mais ce qui détermine le succès d'une telle action de migration, c'est le fait que votre architecture soit claire, le fait que vous sachiez qui accède aux données ou pas. Là, ça concerne la maturité de votre plan de gouvernance, le fait que vous contrôliez l'identité à vos ressources, la couche d'identité, le fait que vous soyez discipliné financièrement. Tout cela va permettre à ce que vous ayez un succès, on va dire, à 100% pour votre mission de migration. Et après la migration, les actions immédiates qu'il faut faire, c'est de continuer à auditer les ressources, de continuer à impliquer les financiers dans la tâche de surveillance de vos ressources, à faire le tri, à faire l'étiquetage de vos ressources les plus consommatrices, à faire la surveillance de vos ressources, on va dire, très sensibles en termes de sécurité, etc. Donc, à, faire à maintenir une cadence de révision de votre acquis sur le cloud en local, si vous êtes en hybride, de savoir, OK, aujourd'hui, on a telle difficulté d'accès à telle ressource. OK, pendant le mois prochain, on doit améliorer la latence peut-être d'une VM. Peut-être toute l'infrastructure, elle est OK, mais peut-être deux ou trois machines sont défaillantes. Donc, le fait d'avoir peut-être un système de suivi de ces ressources-là et non pas seulement se donner rendez-vous à la période de renouvellement vous permettra de mieux contrôler ce que vous avez et de mieux éviter les explosions de coûts. Donc, comment ST Digital peut vous aider? Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir, comme Fabrice le disait en amorçage, nous avons 2 ou 3 data centers principalement, l'un au Cameroun, Tier 3, un data center Tier 3 également en Côte d'Ivoire, un data center Tier 3 également au Gabon qui sera finalisé dans les mois à venir. Ça nous permet d'avoir une base solide pour étendre. Donc, en plus de cela, nous avons des data centers dans plusieurs pays, à savoir le Togo qui couvre le Bénin, le Togo. Au Gabon, actuellement, le data center est opérationnel le temps que le data center du Gabon Tier 3 propre sorte de terre. Nous avons des data centers Edge au Congo. Donc, tout cela, ce sont des socles qui nous permettent maintenant d'appuyer notre catalogue de services qui passe du conseil principalement à la transformation digitale, à l'intégration de ressources, à la protection de vos actifs en cybersécurité ou à la formation. Donc, c'est les principaux piliers que ST Digital offre. Aujourd'hui, nous avons de quoi on va dire, appuyer, on va dire, notre accompagnement parce que aujourd'hui, on peut juste venir. Vous pouvez nous approcher, non pas parce que vous voulez peut-être venir directement chez nous, mais parce que vous voulez qu'on discute ou bien qu'on réfléchisse avec vos plans de migration, à l'architecture de migration. Nous avons un pool d'experts qui sont hyper qualifiés, présents sur différents pays. On a la chance et la facilité on va dire, de déplacement de nos experts, de nos ressources qui nous permet de couvrir presque tous nos clients avec peut-être les meilleurs services qu'ils soient. Donc aujourd'hui, on a notre directeur de la transformation digitale qui vient de vous accompagner dans le webinaire de la semaine passée, M. Joël Lépée, qui est notre directeur des services techniques, qui peut vous retrouver à la demande pendant une réunion avec votre corps décisionnaire, avec des directeurs, pour défendre un projet de migration, même si c'est de 10 VM, ou bien même si c'est de 100 machines virtuelles, peu importe la taille. Donc, ou peut-être une ressource même qui doit peut-être vous aider à qualifier le coût d'acquisition d'une solution particulière sur une ressource, que ce soit cloud ou bien même en interne chez vous. Donc, c'est le plus que nous pensons vous apporter, ce que ST Digital peut bien sûr vous apporter sur vos différentes problématiques de migration, pas seulement de migration, mais d'avant, d'après et d'avant, de pendant et d'après migration.
Donc, notre catalogue de services en détail est accessible selon les canaux. Peut-être que Fabrice va vous rappeler tout à l'heure. Mais voici un peu le sujet que j'avais à cœur de partager avec vous. Je représente actuellement notre équipe d'avant-vente et voici le constat qu'on a fait sur le terrain. Et voici ce qu'on pense qui est nécessaire de mettre en place pour améliorer les demandes, les besoins qui sont actuellement très, très, très fortes en Afrique subsaharienne de migration cloud. Parce que le cloud n'est pas seulement une réalité ou bien, on va dire, une innovation. Le cloud n'est plus une innovation aujourd'hui. Ce qui est une innovation, on peut dire même c'est l'IA, mais l'IA n'est même plus une innovation. C'est une réalité. Donc, il faut s'y préparer. Si on n'y est pas préparé ou bien si on n'y est déjà préparé, il faut s'accorder les moyens pour la contrôler, la maîtriser, pour ne pas être spectateur de nos données, mais d'être pilote et propriétaire de nos données. Donc, voici ce que j'aimerais partager avec vous et j'ouvre là le pont des questions. Allô? Allô, vous m'entendez? Ah, oui, Jean-Paul, on t'entend très bien. Merci beaucoup pour ta présentation. Merci à tous nos participants également qui sont restés jusqu'à cette heure-là. Vous avez vos micros ouverts. Vous pouvez, comme je l'ai dit tantôt, nous allons maintenant prendre vos questions et Jean-Paul se fera un plaisir d'y répondre. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre la question sur le chat ou lever la main. La parole vous sera donnée pour poser directement votre question. Merci. Alors, Fabrice, des questions dans le chat? OK, on a une à lever. Oui, alors, Monsieur Padonou, vous pouvez ouvrir votre micro et poser la question. Allô, Monsieur Michael, je ne sais pas si vous êtes déjà en train de parler, mais on ne vous écoute pas. Votre micro est toujours fermé. Oui, là c'est bon, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Merci. Vous pouvez Ok, y aller. excusez-moi, j'avais un problème avec le micro. Merci pour m'avoir donné la parole. Bonjour à tous. Merci, Monsieur Pereira, pour cette présentation. J'avais juste une question. C'était lorsqu'un prestataire nous approche ou alors lorsque nous, on a un besoin de migration vers le cloud, si on n'a pas l'expertise, c'est-à-dire on n'a pas connaissance spécialement des processus dans le cloud, mais qu'on sait qu'on a un besoin de migration vers le cloud parce que nos serveurs en physique sont limités. On aimerait peut-être mettre en place une solution IA et on sait qu'on n'a pas les moyens pour se fournir des GPU. Donc c'est les processeurs qu'on utilise pour l'intelligence artificielle. De là, on sait on doit migrer vers le cloud parce que ça va nous coûter moins cher. Mais ça, c'est la seule information qu'on a. Mais en ce qui concerne les spécificités, combien de VM il faut mettre en place, combien de RAM nécessaire, si c'est des choses qu'on ne maîtrise pas forcément, quel est le conseil que vous nous donnez pour pouvoir apporter ces spécificités-là au prestataire qui va nous accompagner?
Ok, merci pour la question, Monsieur Michael. Je vais répondre avec trois cas pratiques. Je prends le premier cas. Je prends peut-être un client qui est tout comme vous, intéressé à héberger ou bien migrer des ressources pour héberger de l'IA. Donc, je prends dans cette simulation-là ST Digital comme correspondant, fournisseur de services cloud. Donc, le premier client, il dit, je veux déplacer des machines virtuelles que j'ai en local ou bien je veux en ajouter chez vous. Je parle de ST Digital pour héberger de l'IA. Il ne donne pas de précision. Ça, c'est le premier client. Le deuxième client, il prend peut-être appui sur les intelligences artificielles étant là, qui sont des plus dans ce domaine, bien sûr, pour essayer de qualifier ou bien d'améliorer sa déclaration de besoin. J'insiste sur le mot déclaration de besoin parce que le premier mot ou bien le premier mail que vous faites au prestataire définira le premier cadre de discussion, de qualification. Donc, plus vous donnez de détails en amont au prestataire, plus il saura accélérer les discussions et savoir comment vous accompagner. Je prends un troisième cas, vous faites peut-être vous faites le juste milieu. Là, c'est ce que moi je recommande, vous faites le juste milieu. Vous servez des intelligences artificielles pour dire, OK, vous posez déjà la question, j'ai tel besoin de ressources, qu'est-ce que j'aurais à faire? Donc, il va te donner une liste exhaustive ou non exhaustive de ressources ou bien à qualifier de taille à préciser. Et ST Digital a l'expérience requise pour dire, OK, voici le besoin que vous avez donné, voici tout ce dont on pense que c'est non nécessaire à peut-être apprendre aujourd'hui. Voici ce qu'on peut vous fournir. Et si nécessaire, ST Digital, nous, pour vous répondre, c'est que nous pouvons faire multiplier le nombre de calls nécessaires pour que vous compreniez ce que vous voulez réellement faire avant de passer à l'acquisition de la ressource. Parce que ça ne sert à rien de vous fournir une ressource si on ne comprend pas ou bien on ne connaît pas ou bien on ne sent pas que vous avez compris la problématique que vous voulez régler. Donc aujourd'hui, vous voulez faire de l'IA, mais est-ce que vous pensez peut-être au nombre de peut-être de transactions par jour que vos utilisateurs vont faire, au nombre de requêtes? Est-ce que vous pensez peut-être au nombre de fois où vous allez le laisser allumer? Est-ce que vous pensez, etc., etc., etc. Il y a beaucoup de noms. Donc, ST Digital a pour habitude de faire ce qu'on appelle chez nous des séances de cadrage, d'études existantes et d'études d'architecture pour, on va dire, prendre le temps de cibler, de limiter ce qu'on doit vous fournir en fonction de ce que vous voulez réellement faire. Est-ce que ça doit réellement vous apporter comme valeur ajoutée? Allô? C'est bon pour vous, Oui, allô? monsieur? Pardon. Oui, oui, j'ai bien compris. J'ai bien compris. Merci pour cette réponse. En fait, il y a une liste, on va dire, pour le cadrage, il y a une liste de questions particulières qu'on peut se faire, on peut se faire comment dire, un carnet avec cette liste de questions-là, et c'est ça qui va nous permettre de définir nos besoins dans le cloud. Si Exactement. je vois. Exactement. La phase non négligeable, quand je le rappelle, permettez-moi de retourner à cette slide-là. Un instant. Oui. J'y suis. La phase non négligeable, c'est la phase de définition d'architecture cible. Donc, ça peut passer par vous, vous seul, ou bien ça peut passer par le prestataire, en l'occurrence nous, qui avons pour habitude de rendre obligatoire cette étape. On cadre le besoin, on prend le temps de discuter avec vous. Même si vous formulez des besoins, on vous dira, OK, ce que vous demandez implique telle action. Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous voulez faire? Donc, tout ça vous permettra de savoir où vous voulez aller, comment y aller. Ok, ok, c'est bien compris. C'est bon. Merci, merci pour votre réponse. Rien. Merci à Monsieur Michael. Une question sur le chat de Monsieur Yacoubou. Je voudrais savoir si les performances en écriture et lecture des VM peuvent aussi engendrer des coûts. Savoir si les performances en écriture et lecture des VM peuvent aussi engendrer des coûts.
Je vais répondre de deux façons. Ça dépend de la technologie cloud que vous avez décidé d'adopter. Donc, supposons que ce soit peut-être un cloud comme Azure. Azure a un plan de facturation qui est lié aussi au nombre d'actions d'écriture, lecture, soit à l'heure, soit à la journée, soit au mois. Donc, dans ce cas-ci, si ce sont des ressources plus ou moins élevées, plus ou moins grandes, ça aura peut-être un coût plus ou moins grand sur les, on va dire, ça aura un impact sur le coût. Mais si on prend le cas de ST Digital, bon, nous, notre plan de facturation, vous pouvez nous approcher. Je pense qu'on n'est pas basé sur le nombre d'écritures, lectures sur les VM. On fait un plan de facturation au mois et puis on vous dit, OK, voici un peu ce que vous voulez faire. On s'assure que vous ayez la bonne latence, les bonnes performances, l'accès, la protection, etc. Et s'il faut voir augmenter le nombre on va dire le nombre d'actions de lecture et écriture, peut-être on va vous dire juste peut-être d'augmenter le sizing un peu. Mais en général, ça n'engendre pas de coût élevé à rester digital. Donc, la réponse, ça dépend du contexte de ce que vous voulez faire. Parce qu'en général, le nombre d'actions habituelles n'impacte pas vraiment le coût. Ça dépend du besoin que vous avez. Allô? Oui, OK. Jean-Paul, Monsieur Yacoubou est satisfait de ta réponse. Une autre question de Monsieur Mathieu. Je souhaiterais savoir où trouver les règles de conformité dans le cloud pour être en conformité lors des audits. Est-ce que je peux avoir un support pour comprendre cela? OK, la question de la conformité. C'est vrai, c'est un métier à part entière. On a plein d'acteurs de conformité. C'est bien pour cela que beaucoup de structures ont compris qu'il fallait avoir un responsable sécurité, un responsable de la conformité en interne. Donc, pour répondre à votre question, il y a plein de régulateurs de performance, de conformité, etc. On a Allô? Vous m'entendez toujours? Oui, Jean-Paul. Oui, on a plein d'acteurs, je disais, on a plein d'acteurs de régulation de conformité. On a ceux qui font des audits ISO 27001 de qualité et de sécurité. On en a ceux qui contrôlent la PCI DSS pour les institutions financières, pour les moyens de paiement, le CAT. On a plein de régulations qui lient un peu, on va dire, les données, plus ou moins là où vous la conservez. Donc, savoir où trouver les règles de conformité, je vous dirais tout simplement, peut-être sur Internet de manière vulgaire. Mais ST Digital peut vous accompagner si vous nous contactez. Si vous avez un besoin particulier, nous allons vous dire, OK, sur tel domaine dans lequel vous êtes, voici les régulateurs qui y sont et voici ce qu'ils demandent de vous. Et voici comment procéder pour vous mettre en conformité. Donc aujourd'hui, nous sommes certifiés PCI DSS, donc nous savons comment faire pour se mettre en conformité PCI DSS. Nous pouvons vous accompagner. Nous sommes certifiés ISO 27001, nous savons comment vous accompagner. Nous sommes conformes à la réglementation européenne GDPR, donc on sait comment vous approcher sur les données que vous protégez. Même d'un point de vue des États, nous sommes conformés, nous sommes conformes, on va dire, on s'est mis en conformité avec les réglementations de protection des données à caractère personnel des différents éditeurs de tous les pays. Donc, on sait comment vous accompagner, s'il doit être en général, et ça dépendra du besoin que vous avez. Donc, une fois, je pense que vous pouvez contacter Info ST Digital sur votre domaine particulier, sur votre besoin particulier, et on en discutera. Allô? OK. Merci, Jean-Paul. Merci à Monsieur Mathieu qui est également satisfait de ta réponse. Pour nos autres participants qui n'ont pas encore posé de questions, vous avez, comme je l'ai dit tantôt, vous avez le micro ouvert, vous pouvez lever la main et la parole sera donnée ou mettre vos
questions sur le chat. Jean-Paul pourra vous répondre. N'hésitez surtout pas. C'est l'occasion de poser toutes vos questions pour que Jean-Paul puisse éclairer les zones d'ombre en ce qui concerne les migrations cloud, avant, pendant et après. Alors, je pense qu'il n'y a plus de questions. Oui, bien sûr, monsieur Yacoub, nous vous enverrons la présentation, le replay du webinaire. Alors, nous allons clôturer le webinaire d'aujourd'hui. Comme Jean-Paul l'a si bien présenté durant ces quelques minutes, beaucoup d'entreprises, d'organisations africaines, toutes tailles confondues, ont tout simplement migré. Jean-Paul, tu as quelque chose à dire? Tu as la main levée avant que je ne clôture. Ah oui, merci Fabrice. Avant que tu ne clôtures, j'aimerais juste peut-être faire un rappel sur le point 2 des erreurs que nous avons identifiées pour les échecs de migration, que ce soit vers le cloud ou de migration d'infrastructures en général. C'est l'importance de la couche identité. Aujourd'hui, l'Afrique est plus ou moins exposée aux menaces de cybersécurité. Pourquoi? Parce que nous sommes en plein développement. Beaucoup de nos structures se digitalisent, beaucoup de nos processus sont améliorés. Donc, l'Occident et l'Orient voient beaucoup d'intérêt à s'immiscer et à récolter le plus de bénéfices qu'il faut. Donc, les menaces ne font qu'augmenter. Nous avons fait plein de webinaires dans ce sens, mais tout comme dans le domaine du cloud en général, un département informatique, sa priorité principale, c'est la couche sécurité. Et l'identité est le maillon faible de la couche de sécurité. Vous pouvez beau avoir mis sur pied les technologies de protection, les technologies des grands éditeurs, peut-être Microsoft, peut-être Kaspersky, E7, Bitdefender. Tout cela ne vaudra rien si vos utilisateurs ne sont pas formés, accompagnés, sensibilisés au quotidien sur les best practices, sur l'accès à vos ressources hébergées ailleurs, sur l'accès à vos ressources hébergées en local depuis ailleurs, etc. Donc, c'est très essentiel pour moi de rappeler cette deuxième erreur-là, mais qui, peut-être, j'aurais peut-être pu mettre en erreur numéro 1 pour, on va dire, l'augmentation de l'atteinte de de vos différents résultats de migration. Donc, c'est tout ce que j'aimerais rajouter avant qu'on ne clôture cette séance. C'est bon, Fabrice. Merci Jean-Paul d'avoir mis l'accent sur cette partie sécuritaire qui est vraiment, vraiment importante en ce qui concerne la migration des données. Alors, comme je disais tout à l'heure, durant la présentation, nous l'avons tous constaté, beaucoup d'entreprises, toutes les tailles confondues, font des migrations trop vite, sans architecture, gouvernance ni ancrage. Et le point commun à tous ces cas, ce n'est pas que la technologie a fait, ce n'est pas la technologie qui a failli, mais plutôt la méthode ou peut-être l'absence de méthode qui est la cause. Mais la bonne nouvelle dans ce cas-ci, c'est que toutes ces, toutes ces erreurs-là peuvent être évitables, pas en ralentissant votre transformation, mais en la construisant sur fondation avec le bon cadre, les bonnes compétences et le bon partenaire. Et c'est exactement ce que ST Digital fait au quotidien depuis ses infrastructures
au Togo, Côte d'Ivoire, Gabon, Cameroun, Congo, pour les organisations qui ont décidé de ne pas laisser leur migration au hasard. Merci à chacun d'entre vous d'avoir passé ce temps précieux avec ST Digital. Si vous avez des questions en suspens ou un cas vous parle, ou encore si vous voulez qu'on regarde ensemble la situation de votre entreprise, je vais mettre un lien sur le chat. Vous pouvez remplir ce formulaire-là et nous allons vous contacter pour approfondir toutes les, toutes les détails en ce qui concerne la migration avant, pendant et après. Et nos équipes sont disponibles à vous accompagner. Vous pouvez également nous envoyer un mail sur info@st.digital. Je l'ai mis sur le chat et on se fera un plaisir de vous accompagner. Merci et à très bientôt. Merci Jean-Paul pour ta présentation. Merci et à très bientôt. Agréable semaine à tous.